RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bienvenue dans Parole de jeunes, l'émission du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne, diffusée sur RCF Cœur de Champagne. Ici, chaque semaine, nous donnons la parole à celles et ceux qui font le monde. Et surtout, à ceux qui le questionnent, les jeunes. Nous ne prétendons pas tout savoir. Nous ne sommes ni des spécialistes, ni des analystes politiques ou des historiens. Mais nous avons quelque chose de précieux, de rare, que l'on perd parfois en grandissant, la curiosité. Cette curiosité qui nous pousse à comprendre ce qui nous entoure, à poser des questions qui nous ressemblent, à regarder l'actualité avec nos yeux de collégiens, des yeux qui s'étonnent, qui s'indignent, qui s'émeuvent, mais qui ne trichent jamais. Et aujourd'hui, c'est un invité exceptionnel que nous avons le privilège d'accueillir. Monsieur François Hollande, président de la République de 2012 à 2017. Pendant 5 années, il a guidé la France dans des moments de joie, de progrès, mais aussi au cœur d'épreuves immenses. Il a dû prendre des décisions urgentes, porter des responsabilités qui ne peuvent pas attendre et affronter des événements qui ont profondément marqué notre pays. Les attentats qui ont touché la France ont laissé une trace dans nos familles, dans nos rues, dans nos écoles. Ils font partie de notre histoire collective. Et derrière les discours officiels, il y avait un être humain, un homme, chargé de tenir debout pour 67 millions de personnes. Alors aujourd'hui, nous voulons comprendre ce que signifie gouverner quand tout vacille, comprendre comment on protège un pays, comment on garde confiance, comment on reste digne face à la peur, et quel sens personnel on donne à ces moments de tension et de gravité. Nous voulons entendre non seulement la parole de l'ancien président, mais aussi celle de l'homme, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a appris, ce qu'il souhaite transmettre aux jeunes que nous sommes. Nous allons lui poser nos questions simplement, franchement, avec le respect qui s'impose, mais aussi avec la liberté d'esprit qui fait la force de la jeunesse. Alors installez-vous avec nous, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous emporter par cette rencontre unique. Bienvenue dans RCF Cœur de Champagne, bienvenue dans Parole de jeunes. Eh bien bonjour Monsieur le Président et merci de nous avoir consacré de votre temps pour cette interview. Comment vous êtes-vous senti juste avant votre premier jour à l'Élysée ? Toujours impressionné parce que, même si je m'y étais préparé, puisque entre le moment où j'ai été élu le 6 mai et le moment où je suis rentré en fonction, il s'est écoulé presque 10 jours. Donc j'avais le temps de préparer ce que j'allais déclarer aux Français ce moment-là, et je savais exactement ce qui m'attendait, puisqu'il y avait cette responsabilité qui était celle d'être président de la République. Et en tant que candidat, je savais exactement de quoi il retournait. Donc j'étais impressionné, mais je n'étais pas plus que ça saisi de quelque appréhension de devenir président de la République, puisque c'était ce que les Français avaient voulu. Est-ce qu'on se sent parfois seul quand on devient président ? Oui. Pourquoi ça peut paraître paradoxal, puisque quand on est président, on a un gouvernement, un premier ministre, une équipe à l'Élysée, mais c'est vrai que pour prendre certaines décisions, il y a une forme de solitude. Il faut qu'il y ait une autorité, une seule, qui à un moment prenne la responsabilité de choisir, de décider. Et il faut faire attention de ne pas, parce que il y a des décisions que l'on prend seul, de ne pas être isolé. Il faut qu'il y ait une autorité, mais elle doit chercher chaque fois les avis, les propositions qui peuvent l'éclairer, pour ne pas être enfermé dans ce palais de l'Élysée, qui est souvent regardé par tous ceux qui l'ont occupé comme un lieu où il est très difficile de sortir pour comprendre ce qu'est l'état du pays. Selon vous, qu'est-ce qui change le plus en soi après 5 ans à la tête d'un pays ? Ce qui change quand on a exercé de cette fonction-là, c'est l'expérience
que chaque président a pu acquérir grâce à des rencontres, des voyages, à des situations, à des épreuves, et donc à la réalité qui quelquefois est douloureuse. Donc tout ancien président peut à la fois réfléchir à ce qu'il a fait pendant la période où il a exercé le pouvoir, mais il est doté d'une expérience que nul autre peut avoir. Et c'est ça qui doit lui donner cette volonté, comme je le fais aujourd'hui, de transmettre ce qu'il a appris. Un président doit souvent prendre des décisions très importantes qui peuvent changer la vie de beaucoup de gens. Nous aimerions comprendre comment on fait face à cette responsabilité. Oui, le président a des compétences qui lui sont donc définies par la Constitution. Il est chef d'État, le chef des armées, il nomme le gouvernement, il négocie au plan international les traités, mais il n'a pas tous les pouvoirs. Et même quand il s'agit de questions qui touchent directement les Français, le pouvoir d'achat, le chômage, la question des impôts, il ne peut pas agir sans avoir de la part du Parlement des autorisations. Le budget, c'est pas le président de la République qui l'élabore et le présente et le vote. C'est un gouvernement qui va préparer le budget et qui va être voté par l'Assemblée nationale en dernier recours. Donc, ne croyez pas que le président peut tout décider. Il peut, avec une majorité, quand il l'a, vous avez vu qu'en ce moment il n'y a pas de majorité, mais il peut prendre des initiatives, il peut montrer sa volonté d'exécuter son programme, mais il est tributaire d'autres pouvoirs, le gouvernement, à condition que ce gouvernement lui soit proche, et aussi du Parlement. Quelle a été la décision la plus difficile de votre mandat? La décision la plus difficile, c'est d'avoir décidé d'envoyer des soldats combattre au Mali, donc dans cette zone de l'Afrique qu'on appelle le Sahel. Pourquoi c'est difficile? Parce que c'est forcément des vies qui sont en cause. Des soldats qui vont être confrontés à des opérations, en l'occurrence de guerre, et qui risquent leur vie. Il y en a de ces soldats qui ont perdu leur vie. Donc pour un président de la République, chaque fois qu'il s'agit de choix aussi lourds de conséquences, il doit bien réfléchir à la justification de cette décision. Et ça a été pour moi, c'était en 2013, en janvier 2013, une décision qui a été difficile à prendre, mais qui devait être prise très rapidement parce qu'il y avait un risque que les djihadistes puissent conquérir le Mali tout entier. Comment faites-vous pour rester calme quand tout le pays attend une réponse? Oui, j'ai pu là aussi évaluer ce qu'est la responsabilité d'un président quand il se produit une tragédie, une attaque terroriste. Comment rester calme quand on est devant l'épouvante, quand on est devant l'effroi, quand on est devant l'horreur. Et pourtant, le sang-froid est nécessaire. Et le sang-froid, c'est pas être insensible, c'est pas être saisi par des émotions ou ne pas avoir de compassion. Il faut avoir les deux, c'est-à-dire être sensible à ce qui se produit et être équilibré dans ses réactions et suffisamment clair dans ses explications et solide pour que les Français qui, eux, n'ont pas forcément cette retenue, puissent avoir une référence. C'est ça le rôle d'un président, servir de référence. Avez-vous déjà eu peur de vous tromper? Oui, il faut toujours imaginer que la décision que l'on prend n'est pas forcément la seule possible. Il y a toujours plusieurs options avant de prendre une décision. Et parfois, oui, il m'est arrivé de me tromper et de le regretter. Et de le dire aussi. Il faut avouer quelquefois qu'on s'est trompé si on veut être crédible. Mais il faut pas avoir peur. La peur, c'est pas ce qui doit nous convaincre, c'est la raison qui doit nous convaincre. Oui, finalement, j'aurais pu prendre une autre décision. Elle aurait pu avoir d'autres conséquences et elle peut encore être changée, ma décision.
Comment annonce-t-on une mauvaise nouvelle à tout un pays? Oui, et d'abord, comment on adresse une mauvaise nouvelle à une famille qui va connaître le pire, une catastrophe, un attentat, la mort d'un soldat. C'est déjà une responsabilité. Comment trouver les mots, comment faire preuve de compréhension de la douleur, tout en étant dans sa fonction de chef d'État. Et puis comment on annonce à un pays tout entier que ça va être difficile. Oui, soit parce qu'on est dans une situation économique qui justifie de prendre des décisions qui vont prendre du pouvoir d'achat ou qui vont avoir des conséquences sur la vie économique, ou quand il s'agit de prendre des décisions comme dans la crise sanitaire. J'imagine pour Emmanuel Macron, quand il s'agit de confiner tout un pays, il faut l'exprimer. Et la meilleure des façons, c'est ce que j'avais fait pendant la période des attentats, c'est de parler directement aux Français, faire une allocution en quelques mots, quelques minutes en tout cas, pour leur faire comprendre la gravité de la situation et la nécessité d'agir. Parfois, le président, confronté à des événements tragiques et imprévisibles. Nous voudrions savoir comment vous avez vécu ces moments difficiles et comment vous avez trouvé la force d'agir. Quand les attentats ont eu lieu en France, qu'avez-vous ressenti dans les premières minutes? La gravité de ce qui se produisait, parce que je comprenais, peut-être avant d'autres, compte tenu des informations dont je disposais, que nous étions devant des attaques d'une très grande intensité qui pouvaient se répéter en plus dans la nuit, notamment, je pense, au 13 novembre 2015. Donc, de savoir que nous étions nous-mêmes visés, et ça m'obligeait à prendre à chaque fois des décisions qui devaient être à la fois rapides. Il s'agissait d'empêcher que les attentats puissent se renouveler ou de neutraliser ceux qui les commettaient, et qu'ils soient réfléchis. C'est toute la difficulté, hein. Faut agir vite, et il faut pas agir sans avoir analysé toutes les conséquences de nos choix. Et puis enfin, il faut toujours, même quand il s'agit de prendre des mesures de sécurité, de fermeté, ne pas altérer la liberté de ceux qui ne sont pas du tout responsables d'une situation. Donc ça, une démocratie, elle doit agir en fonction du droit. C'est-à-dire que c'est pas le président qui décide de tout et qui peut tordre les règles de droit. Heureusement qu'il y a des limites à l'action même d'un président, y compris dans ces épreuves. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Protéger le pays, parler aux Français ou garder confiance? Ouais, les trois sont justes. Protéger les Français, c'était ce qui était attendu. Et il fallait donc s'exprimer, parler, trouver les bons mots pour leur dire qu'ils allaient être protégés, alors même qu'ils avaient conscience qu'ils étaient attaqués. Et puis enfin, il faut essayer de faire comprendre que c'est l'unité du pays qui va être notre force. C'est parce que nous allons être rassemblés que nous allons pouvoir agir plus efficacement et ne pas céder à ceux qui veulent nous diviser. Après Charlie Hebdo, pourquoi avez-vous voulu être sur place si vite? Oui, c'était vrai d'ailleurs aussi bien pour Charlie Hebdo que pour les attentats du Bataclan et des terrasses. Les services de sécurité déconseillaient plutôt d'aller sur place parce que on ne savait pas s'il n'y avait pas encore des terroristes qui guettaient. Mais comment aurais-je fait comprendre aux Français ce qui se passait si je n'avais pas été moi-même au plus près du lieu même de l'attentat? Et c'est pour ça qu'à un moment, il faut laisser les services de sécurité faire autant que possible la protection, mais il faut aller sur place pour bien montrer que non seulement nous sommes solidaires, mais que le président est là où ça s'est passé et parle du lieu où ça s'est passé, ce que j'ai fait dans les deux cas. Je me suis exprimé et devant l'immeuble où Charlie, enfin sa rédaction avait été décimée, et devant le Bataclan, là où il y a eu cette horreur. D'ailleurs, on nous parle de Charlie Hebdo. Ici, nous sommes à Châlons. Nous enregistrons à Châlons, là où est né et où est enterré Cabu. Oui, j'ai bien connu Cabu comme dessinateur, comme journaliste,
Euh, il me caricaturait avec délice, et j'avais eu plusieurs fois des conversations avec lui. Euh, et quand il a été assassiné, euh, c'était pas pour les Français n'importe quel journaliste, même si tous les journalistes méritaient notre compassion. C'était un journaliste qui leur était familier. C'était un dessinateur que les Français aimaient beaucoup. Et c'est pour ça que il est important qu'à Châlons, on perpétue sa mémoire. Et je sais qu'il y a un musée qui va, en tout cas un lieu où il va être consacré à Cabu. Et, et encore aujourd'hui, on voit des dessins de Cabu qui sont utilisés parce que l'actualité nous renvoie aussi à ce qu'il avait pu dessiner il y a quelques années, il y a plus de 10 ans maintenant. Comment avez-vous soutenu les Français dans la peur et la douleur? Les Français, ils ne devaient pas nier leur peur. La peur, elle est légitime. La peur, elle n'est pas mauvais sentiment. Comme on dit, elle n'efface pas le danger, mais on peut pas nier la peur. Il faut essayer de la transformer en, en argument solide, en disant finalement si nous craignons le terrorisme islamiste, il faut être capable de nous mettre tous ensemble pour parvenir à l'éradiquer. Il faut que nous soyons conscients que nous avons un travail à mener dans les écoles, partout où les lois de la République, la laïcité doivent être connues pour que ça soit un facteur de rassemblement et d'unité. Il faut que nous puissions montrer que nous soutenons les forces de l'ordre lorsqu'elles agissent pour notre sécurité. Donc c'est comme ça que nous pouvons rassurer ces rangs des temps le plus uni possible. Hein, quand on est la pire des peurs, c'est quand on l'exprime de façon solitaire. On a d'autant plus peur qu'on est tout seul. Dès qu'on est avec d'autres, on a moins peur et on peut être plus efficace. Nous savons que vous avez ressenti une grande fierté pour les forces de l'ordre, les pompiers, les soignants, les militaires et tous ceux qui se sont mobilisés durant ces moments difficiles. Pouvez-vous nous raconter ce qui vous a le plus touché chez eux? Oui, toutes ces forces là qui se sont mises en mouvement face à des tragédies, j'ai un grand respect pour elles. Alors par exemple des pompiers, oui, si ils ont joué un rôle très important euh, au moment des attentats. Ils ont été capables avec les services de santé de faire un travail considérable pour évacuer les blessés. Mais les policiers ont fait preuve d'un grand courage et je vais prendre quelques exemples. Quand il s'est agi de décider, et je l'ai fait, de libérer les otages qui étaient dans l'hypercachère, retenus par un terroriste. Je savais que, en donnant cet ordre, là aussi, les premiers policiers qui allaient intervenir seraient sûrement touchés, blessés. Et ils l'ont été pareil pour le Bataclan quand ils ont libéré les otages. Et quand je suis allé les voir ensuite, ces blessés là où ils s'étaient soignés à l'hôpital avec le Premier ministre Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, j'aurais transmis de la part du peuple français notre admiration parce que c'est très important que de savoir que des hommes, des femmes aussi, hein, étaient prêts à sacrifier leur vie pour nous protéger. Et vous vous souvenez, enfin non, vous étiez très jeune, mais le 11 janvier donc 2015, il y a eu une manifestation très importante à Paris et dans toutes les villes de France, et les policiers, les pompiers, les gendarmes ont été embrassés, acclamés, félicités, et non pas parce que d'un seul coup on aimerait les forces de l'ordre, mais parce qu'on savait que elles avaient tenu toute leur place et joué tout leur rôle. Un président rencontre beaucoup de monde, des dirigeants, des citoyens, des jeunes. Certains moments restent dans la mémoire pour toujours. Nous aimerions connaître ce qui vous ont le plus touché. Oui, les rencontres comme peut en avoir de manière anonyme, hein, de familles qui ont été éprouvées par une tragédie et qui me disent des mots
de grande dignité. Je me souviens d'une catastrophe aérienne aussi, où des gens qui attendaient d'avoir des nouvelles de leurs proches, qui n'en avaient plus, voilà, et qui vivaient donc un drame très douloureux, qui malgré tout exprimaient une fois encore leur dignité et leur confiance. Des familles d'otages aussi, hein, qui attendaient depuis longtemps qu'ils puissent être libérés, qui faisaient preuve de courage. Et quand on informe une famille qu'enfin de ses proches va être libéré, c'est des moments de grande intensité, de grande émotion. Et je l'ai vécu. Quel dirigeant du monde vous a le plus impressionné? On est impressionné parfois par ceux qui sont le moins sympathiques, le plus rugueux, les plus menaçants. Donc de ce point de vue-là, Vladimir Poutine figurait en bonne place. Et puis on est aussi impressionné par des femmes qui montrent un grand sens de la responsabilité. Et moi j'ai eu de bons rapports avec Angela Merkel. C'est pas facile, hein, même pour elle, ça n'a jamais été facile d'être une chancelière d'Allemagne. Et elle était respectée, et elle montrait beaucoup de compétences. Et donc j'avais des relations qui n'étaient pas toujours faciles, mais j'étais impressionné par ses qualités intellectuelles et même humaines. Ça pouvait elle aussi faire preuve d'amitié et de solidarité. Et je me souviens d'elle quand elle est venue justement au moment des attentats à Paris, et elle avait été une des premières à vouloir témoigner de son soutien à la France. Quel message d'un Français vous a le plus touché? C'est les messages de gratitude qui sont les plus émouvants quand on peut permettre à des gens de partir à la retraite plus tôt que prévu. On avait fait ce qu'on appelait les carrières longues, des gens qui sont partis à 60 ans au lieu de 62 ans, et qui vous le disent après. Oui, c'est des phrases qui touchent, parce qu'on se dit que la politique c'est utile, que la politique ça sert à changer la vie de beaucoup de nos concitoyens, que la politique c'est pas des mots, que ça a des traductions. Y a-t-il un jeune ou une rencontre qui vous a particulièrement marqué? Oui, je me souviens d'un jeune qui avait perdu son père, policier, qui était assassiné, et qui faisait preuve de grand courage, et que j'ai emmené plusieurs fois voir des matchs de football après, hein, pour qu'il puisse continuer d'avoir envie de vivre, hein, c'est ça qui compte, avoir de l'espoir. Je pense que vous avez dû lui redonner beaucoup d'espoir dans ce moment-là. J'espère moi-même, hein. Et il nous donnait de la confiance aussi, hein, croire qu'il y a un avenir toujours possible, même quand on est touché par une tragédie. Quel geste de solidarité vous a le plus ému durant votre mandat? Un jour, justement, après les attentats contre Charlie, Angela Merkel était venue à Paris, et elle avait mis sa tête sur mon épaule, sans que je m'y attende. Des gestes comme ça qui font du bien. La vie à l'Élysée peut sembler très formelle, mais chaque président a ses habitudes et ses moments personnels. Nous aimerions savoir comment vous viviez votre quotidien. On n'est pas chez soi d'abord, hein, on est à l'Élysée, c'est pas notre habitude de vivre à l'Élysée. Donc j'ai mis du temps avant de me résigner à y résider. Et puis une fois que je m'y suis installé, 1 an après mon élection, il y avait effectivement des moments où, grâce au personnel qui se dévoue, vous aviez l'impression d'être un peu chez vous, mais sans que ce soit une réalité. On n'est pas chez soi dans un lieu officiel. On est là que pour quelques années. C'est un lieu qui appartient à tous les Français. Il faut pas donner le sentiment que on est propriétaire de quoi que ce soit, même pas locataire. On est là parce que les Français vous y ont mis.
et on doit penser à la vie d'après. À quoi ressemblait une journée normale à l'Élysée? Il n'y a pas de journée normale à l'Élysée puisque il peut y avoir des événements qui surgissent, des rendez-vous qui ne sont pas prévus, mais autrement, c'est première réunion à 8 heures et ensuite des rendez-vous qui se succèdent, une visite d'une entreprise ou d'une administration ou d'un département français. Et puis ensuite, on revient, une réunion avec quelques ministres, et qui peut être très tard, avec un dîner qui peut se prolonger. Voilà ce que c'est qu'une journée, et avec une nuit assez courte. Mais comme je vous le dis, il faut penser qu'il n'y a pas de... C'est pas comme un agenda scolaire. On n'a pas le matin une obligation et l'après-midi un devoir à rédiger. On est forcément lié à l'actualité. Y a-t-il un projet que vous auriez aimé terminer? Oui, j'aurais voulu sûrement que cette lutte contre le chômage, qu'à l'époque c'était vraiment d'objectif, puisse aboutir plus tôt que ça n'a été. Mais tant mieux si nous avons réussi, car nous avons réussi. Même s'il y a encore aujourd'hui des personnes qui sont au chômage, qui perdent leur emploi, et donc c'est pour ça que cette cause-là ne doit jamais être oubliée. Monsieur le Président, je vous présente une Eh dizaine oui, je vois d'élèves. toute l'équipe là derrière vous. Oui, c'est une dizaine d'élèves du projet Ulysse de notre Bravo. collège. Bravo. Dispositif, pardon. Je vous salue tous, et je vous félicite pour toutes les questions qui ont été posées. Et j'espère que vous en tirerez un certain nombre d'enseignements sur ce que c'est que décider, ce que c'est que de présider la France. Et ça vous donnera peut-être l'idée aussi de vouloir un jour faire de la politique, parce que la politique c'est utile, c'est nécessaire pour que nous puissions vivre dans une démocratie. Merci, Monsieur le À bientôt alors. À bientôt à Chalon. Pas de problème. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté de répondre à nos questions avec autant de sincérité et de bienveillance. Grâce à votre parole, nous avons découvert l'envers du décor d'un mandat présidentiel. Les responsabilités immenses, les décisions difficiles, mais aussi les moments d'espoir, de solidarité et d'humanité qui marquent à jamais une vie. Vos réponses nous ont aidés à mieux comprendre ce que signifie vraiment servir son pays. Avoir du courage quand tout vacille, rester debout pour protéger les autres et continuer à croire en la force du collectif, même dans les heures les plus sombres. Pour nous, jeunes collégiens, c'est une leçon inspirante. Nous souhaitons également remercier toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui sur RCF Cœur de Champagne. Merci de partager ce moment avec nous, de soutenir notre travail et de rester curieux du monde qui nous entoure. Nous espérons que cette émission vous aura permis, vous aussi, de réfléchir à ce qui fait la force d'un pays, le courage, l'unité, la solidarité et le respect. C'était Paroles de jeunes, une émission entièrement imaginée, préparée et animée par les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne. Nous sommes fiers de donner la parole à la jeunesse, de poser des questions qui nous ressemblent et d'apprendre des personnes qui ont vécu l'histoire au plus près. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission, toujours pleine de curiosité, de rencontres, d'histoires inspirantes et d'une belle énergie jeune. Merci à tous et à très bientôt sur RCF Cœur de Champagne. Et n'oubliez pas, la joie se partage. Paroles de jeunes. L'émission où les jeunes vous donnent la parole. Merci pour cette très belle interview, Maïwenn, Alexia et Noé sur François Hollande. Maintenant, nous allons vous présenter un parcours politique complet. Bienvenue dans cette rubrique dédiée au parcours exceptionnel d'un homme qui a traversé toutes les étapes de la vie politique française. Nous allons vous raconter l'histoire d'un responsable public qui a commencé localement, avant de devenir président de la République. Voici le portrait d'un parcours pas à pas. François Hollande, né en 1954 à Rouen. Enfant, il est déjà passionné par l'actualité et par les débats d'idées. Il grandit entre une mère infirmière et un père médecin, et développe très tôt une curiosité pour la société et son fonctionnement. À l'école, ses professeurs remarquent son sérieux, sa capacité de travail et surtout, son goût pour la discussion. Après le lycée, il poursuit un long parcours d'études. D'abord HEC, puis Sciences Po, et enfin l'École nationale d'administration. L'ENA forme les hauts fonctionnaires de l'État.
Et c'est souvent là que débute la carrière de nombreuses personnalités politiques françaises. Ces années d'études le préparent aux responsabilités nationales. Dans les années 1980, il rejoint le Parti socialiste. Il commence sur le terrain, comme attaché parlementaire, puis conseiller. Il participe à la campagne présidentielle de 1981 qui mène François Mitterrand à l'Élysée. Cette victoire est un tournant. Elle lui ouvre les portes de la vie politique française. En 1988, il devient député pour la première fois. C'est un mandat important. Il siège à l'Assemblée nationale, vote des lois et apprend la mécanique parlementaire. Il devient également député européen, ce qui l'amène à travailler à Strasbourg et à Bruxelles. Là, il découvre le fonctionnement de l'Union européenne et ses institutions. Mais François Hollande n'est pas seulement un homme de Paris ou de l'Europe. Il est aussi un élu profondément attaché à ses territoires. Il devient maire de la ville de Tulle, où il met en œuvre une politique de proximité, centrée sur les habitants et la vie locale. En parallèle, il préside le conseil général de la Corrèze, ce qui lui donne une vision d'ensemble du département, de ses besoins et de ses projets. En 1997, une étape décisive dans sa carrière. Il devient premier secrétaire du Parti socialiste. C'est la fonction la plus importante au sein du parti. Il occupera pendant 11 ans un record. Il organise les campagnes, rassemble les militants, gère les débats internes et représente publiquement le parti dans toutes les grandes décisions politiques. Ce long leadership lui donne une visibilité nationale. En 2011, il participe à la primaire socialiste, une grande élection ouverte qui doit désigner le candidat à la présidentielle de 2012. Beaucoup ne le voient pas gagner, mais il mène une campagne régulière, calme, construite sur l'écoute. Et au final, il remporte la primaire. C'est un moment décisif. Il devient officiellement candidat à la présidence de la République. En 2012, il lance alors une campagne nationale avec un slogan simple et direct. Le changement, c'est maintenant. Et le 6 mai 2012, il est élu président de la République. Il devient le 24e chef de l'État français. Pour celui qui a commencé comme jeune militant, c'est l'aboutissement de plus de 30 années d'engagement. Son quinquennat est rempli d'événements majeurs. Il doit faire face aux attentats terroristes de 2015, qui bouleversent profondément la France. Il s'adresse alors très régulièrement aux Français pour maintenir le lien, soutenir la population et incarner l'unité nationale. Il représente aussi la France dans les grands rendez-vous internationaux, notamment à la COP21 qui débouche sur l'accord de Paris sur le climat. François Hollande met en place plusieurs politiques économiques, comme le CICE, un crédit d'impôt pour soutenir les entreprises. Il engage aussi la France dans des opérations militaires à l'étranger, notamment en Afrique, pour lutter contre le terrorisme. À l'intérieur du pays, il essaie de relancer l'emploi, moderniser l'économie et gérer des crises sociales parfois difficiles. En 2017, contre toute attente, il décide de ne pas se représenter pour un second mandat. C'est une première pour un président sous la Ve République. Cette décision marque la fin de son passage à l'Élysée. Après la présidence, il devient automatiquement membre du Conseil constitutionnel, comme le veut la loi, pour tous les anciens chefs de l'État. Il rejoint ainsi l'institution qui veille au respect de la Constitution et au bon déroulement des élections nationales. Mais François Hollande ne s'éloigne pas de la vie publique. Il écrit, il intervient dans des débats et surtout, il s'engage dans la France s'engage, une fondation qui soutient des projets solidaires, innovants et utiles à la société. Il continue aussi à s'impliquer directement dans la politique française. Et fait assez rare dans l'histoire. Il redevient député par la suite, choisissant de revenir à l'Assemblée nationale afin de continuer à contribuer au débat public. C'est la preuve que pour lui, la politique n'est pas qu'une fonction, c'est un engagement de long terme. Son parcours est impressionnant. Député européen, maire, président du Conseil général, leader d'un parti, président de la République, membre du Conseil constitutionnel, puis à nouveau député. Il a occupé presque toutes les responsabilités possibles. Ce parcours montre que la politique peut être un chemin construit patiemment, à travers l'expérience, l'écoute et la volonté de servir. Un chemin qui commence souvent localement, avant d'atteindre les plus hautes fonctions. Voilà, c'était notre rubrique François Hollande, un parcours politique complet. Merci de votre écoute.